une question ardue, car on touche, comme tu l'as un peu laissé supposer, à une fonction vitale. Je fais partie de ceux qui posent, peut-être que mes interlocuteurs suivants diront le contraire, mais en tout cas, je fais partie de ceux qui posent qu'on ne peut pas vivre sans croyance. Croire à toutes sortes de choses, hein. Croire que ma voiture qui est stationnée devant va rester là ce soir, enfin sera de nouveau là ce soir, comme dirait, la reprendre et ainsi de suite. Donc, la croyance, on va le voir, le phénomène du croire est un phénomène flexible, permanent, et sa flexibilité signale qu'il répond à des modes de conditionnement. Donc on va les passer en revue. Je crois que je vais avoir beaucoup de... Donc on mettra juste le... Ouais, Bien. Donc je préfère faire sans PowerPoint. Donc, qu'est-ce que tu crois? Et cette question est vraiment intéressante parce que qu'est-ce que tu crois, ça appelle une réponse. Je crois que. Et le titre aurait pu être formulé autrement. À quoi tu crois? En quoi tu crois? C'est qu'est-ce que tu crois? Et donc, ça ouvre déjà la porte au fait que qu'est-ce que tu crois? Crois quelque chose. C'est une des modalités. Je crois que. Je crois par exemple que manger bio, c'est bon pour la santé. Je crois que Dieu n'existe pas. Je crois que, oui, différents modes de croyance comme ça. Mais c'est très différent que de dire je crois aux propos du médecin qui m'a affirmé que manger bio, c'est bon pour la santé. Là, ça devient une certitude. Alors que dans le premier cas, c'est une supposition. De la même manière, il y a une grande différence d'implication intime entre je crois que Dieu existe et je crois en Dieu. Vous voyez, je crois en, je crois à. D'ailleurs, je vous prie de croire à mes salutations distinguées. Mais c'est la même chose. Mais ça n'a pas le même niveau de profondeur au plan existentiel, n'est-ce pas? Donc, le fait, évidemment, ça fait un peu sourire, mais passer de je crois, croire que, croire à, croire en, ça implique différentes modalités du phénomène de croyance, et ça implique aussi différents niveaux structurants au plan même existentiel. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Puis après croire à, croire que, croire en, il y a encore une autre modalité, et je vais terminer là-dessus, c'est le fait de faire suivre le verbe croire par d'autres verbes à l'infinitif. Par exemple, croire devoir rendre justice à Dacpo Bordeaux d'avoir organisé cette journée. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs verbes qui se succèdent, ils sont tous à l'infinitif, et croire devoir, il y a une espèce de précaution, une forme d'élégance qui intervient aussi et qui médiatise une forme un tout petit peu de comment dirais-je, de supposition, de croyance. Et puis alors, il y a encore un autre point. Il y a une différence entre la croyance et les croyances. Par exemple, les Bordelais croient que la vérité est dans le vin. C'est un exemple. Vous voyez, c'est la croyance. On pense que la vérité est dans le vin. Mais si on met croyance au pluriel, on va dire que les Bordelais, les croyances des Bordelais sont différentes des croyances des brasseurs munichois. Vous voyez, le singulier et le pluriel introduisent une distinction supplémentaire dans les types de croyances. L'utilisation du substantif croyant. Quand on parle d'un croyant, il me semble qu'ici, dans cette salle, on est tous d'accord sur le fait qu'on n'imagine pas quelqu'un qui croit dans une idéologie politique. Quand on parle d'un croyant, on a une idée tout de suite assez précise
n'est-ce pas, de ceux dont on parle. C'est intéressant parce que ça témoigne de la préemption du vocabulaire, en l'occurrence l'Église chrétienne, et on observe depuis les années 80, deuxième moitié des années 80, une déprise de l'Église de la préemption du vocabulaire d'une manière plus large. Mais en tout cas, vous voyez, c'est tout à fait intéressant, le croyant. Et on parle, voilà, bon, je m'en tiens à ça. Donc, tout ça pour montrer que les différentes facettes du phénomène de croire sont à la fois extrêmement subtiles, très nombreuses. Il est clair qu'au plan existentiel, structurant de la personnalité, que je crois ou que je ne crois pas en Dieu ou dans une idéologie politique est beaucoup plus structurant que le fait de croire ou de ne pas croire que manger bio est bon pour moi. Hein, donc il y a une hiérarchie, il y a une gradation de ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment tout à fait important. Et donc, autour, si vous voulez, du mot croyance, j'ai proposé, alors ça, évidemment, ça n'a rien d'exhaustif, vous voyez là-bas? Ok. Une espèce de halo sémantique, n'est-ce pas, dont il ressort que l'assentiment est vraiment le terme qui est le plus proche de croyance, en tout cas de mon point de vue, et qu'il y a un certain nombre d'autres substantifs, conviction, présomption, doctrine, etc. Je ne les passerai en revue, nous n'avons pas le temps, mais en tout cas, il y a tout un halo autour de ça qui complète de montrer toute la gradation des modalités du croire. Et ces croyances, d'où viennent-elles? J'en ai identifié 3 grandes origines. Il y a d'abord les croyances en général héritées de la famille ou d'une tradition culturelle. Enfin, je reprends ma phrase. Héritées de la famille et ou d'une tradition culturelle. La deuxième origine, c'est des croyances construites à partir d'études, de réflexions que l'on mène, hein, et surtout à partir de confrontations avec d'autres. Et là, c'est très important parce que on n'établit pas un système de croyances personnelles ex nihilo. C'est toujours en relation avec un environnement. Enfin, dernier aspect, on peut aussi croire par adhésion spontanée et immédiate à un discours qui emporte votre adhésion, à une personne extrêmement charismatique, etc. Donc, c'est les 3 grands points que j'ai trouvés. Voilà. Dans la partie, pour juste finir avec ce petit moment sémantique, on voit bien la puissance de subjectivité dans les croyances. Ça va, on a commencé un peu avant l'heure, c'était merci. Ouais, ouais. Donc on voit bien la dimension subjective, et puis on peut dire que les croyances sont parfois totalement inaperçues en nous-mêmes. On croit et on l'ignore. Je vais vous donner un exemple. D'abord, une approche. Avant de donner l'exemple, je vais vous donner une approche. On pourrait dire, on peut penser, certaines études montrent que ce qui est incroyance peut être ignorance. Et de la même manière que ce qui est croyance peut aussi être ignorance. On trouve ça, c'est développé dans un livre magistral, si vous vous intéressez à la question, que je vous recommande, qui est un livre de Henri Atlan, qui s'appelle Croyance au pluriel. Excellent pour ceux que ça intéresse, allez-y voir. Donc, l'incroyance peut être ignorance, et la croyance peut être ignorance. Mais vous savez, il y a un proverbe qui dit « Quand on ignore qu'on ignore, on croit savoir ». Oui, mais ce n'est pas juste un jeu de mots. C'est extrêmement profond. Quand on est questionné ou qu'on vient commencer à dire ce qu'on a à dire et ce qu'on pense ou ce qu'on suppose penser à propos d'un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal, dont on a juste entendu parler, je ne sais pas, à la radio ou Dieu sait quoi, et puis on vient là et on pérore. Non, pour ça, c'est comme ci et comme ça qu'il faut faire, etc. Et dès que vous avez affaire sur le même sujet à quelqu'un qui est spécialiste, on s'aperçoit immédiatement qu'effectivement, quand on ignore qu'on ignore, on croit savoir. Donc ça, l'important là-dedans,
je signale ça pour dire que, en fait, nous sommes habités de croyances dont nous ignorons et la présence et le contenu. Et donc, du coup, même le périmètre. Tout ça est fort intéressant parce que, en balayant tout ce champ sémantique, ça me permet progressivement de légitimer le fait que les croyances sont très sensibles au conditionnement. Au conditionnement au pluriel, oui, évidemment. Très sensibles au conditionnement. Et donc, pourquoi? Parce que leurs conditions d'apparition varient avec le conditionnement. Leurs conditions de cristallisation jusqu'à devenir des convictions varient aussi au fur et à mesure que l'on est en transaction avec l'environnement dans lequel on se trouve. Alors, pour clore ce chapitre d'ordre sémantique, j'aurais tendance à résumer en disant la croyance se présente, oui, je prends des précautions, la croyance se présente comme un assentiment à la suite de l'inclination de l'esprit à tenir pour vrai. C'est bien dit, je le redis. La croyance se présente comme un assentiment suite à l'inclination de l'esprit de tenir pour vrai. Bien. À ce stade, j'ai à peu près bouclé ma boucle en ce qui concerne le volet sémantique de mon intervention. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour parler un peu des conditionnements. J'ai bien dit conditionnement d'apparition des croyances, conditionnement de fluidité ou au contraire de cristallisation des croyances, etc. Il n'aura échappé à personne que depuis quelques années, la vie sociale s'accélère, qu'un certain nombre de repères sociétaux de tous ordres changent, se transforment et, pour le dire de façon plus percutante, interpellent. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de passer en revue un petit peu ce qui se passe et de voir quel lien ça peut avoir avec les croyances. Pour le dire avec plus de précision, quel lien les croyances peuvent avoir avec ce contexte en transformation. Évidemment, je ne vais pas prendre tous les faits d'actualité les uns derrière les autres, certainement pas. Par contre, je suis habité, donc je suis habité par l'idée selon laquelle il y a 4 grands déterminants à la transformation de la société que nous expérimentons, parce que nous vivons à cette époque-ci, 4 grands déterminants plus 1. Le premier de ces grands déterminants, celui qui vraiment s'impose au-dessus de tout, qui surplombe tout, c'est l'évolution climatique et environnementale. C'est un phénomène auquel on ne peut pas échapper et qui commence à produire quelques manifestations visibles. On le voit, l'actualité en est faite, la sécheresse de cet été qui s'est prolongée, etc. Mais des conséquences encore plus violentes, enfin plus importantes, plus puissantes, vont se manifester sous forme de contraintes. Et les contraintes environnementales, pour le dire de façon extrêmement globale, vont continuer d'augmenter en termes de degrés de contraintes. J'ai la faiblesse de croire que ce phénomène-là va jouer sur un certain nombre de modes d'apparition ou de transformation des croyances. Par exemple, la montée du niveau des mers, l'augmentation des surfaces désertiques fait que les surfaces viables vont être de moins en moins
de plus en plus restreinte, on va dire comme ça. Donc il va y avoir des côtoiements culturels qui vont introduire ici ou là forcément à la fois des réactions de croyances fortes et aussi du relativisme. Je pense aussi que l'on va trouver un retour un peu plus massif de croyances de type millénariste dans les décennies qui viennent. Donc, voilà, si vous voulez, un premier déterminant qui, de mon point de vue, va influer sur les croyances et les modes de croyance. Vous savez, quand on ignore qu'on ignore, on croit savoir. Mais en tout cas, moi, je peux vous affirmer que après 2 siècles de gaspillage des ressources, etc., la nature va se venger. Oui, mais voilà. Je parlais du mode d'apparition des croyances, ensuite de leur mode de cristallisation. Voilà un exemple. Donc ça, c'est le premier des piliers que je voulais mettre un peu en évidence. Donc, les conditions climatiques et environnementales. Le deuxième pilier, c'est la question des ressources naturelles. Au début du 19e siècle, les stocks étaient à 100%. Un jour, ils seront à 0%. Jusque-là, je ne prends pas de risque. Je peux y croire. Nonobstant, plus le temps passe, et moins il y a de ressources naturelles disponibles. Il en reste peut-être encore beaucoup, mais en tout cas, il y a quand même, vous savez, une courbe, on part de 100%, alors c'est plein, on extrait autant qu'on a besoin, et comme on peut extraire beaucoup, les besoins augmentent, et puis finalement, ça finit par redescendre. Donc il y a ce qu'on appelle un pic. Et depuis 40 ans, depuis la première crise pétrolière de 73-14, on parle du pic pétrolier. Le pic de pêche, au niveau global, mondial, hein, toutes espèces confondues, le pic de pêche a été passé en 1995. Et vous avez peut-être remarqué, quand vous faites le marché, que depuis quelques années, le prix du poisson a augmenté sérieusement. Et que certains poissons qui étaient des poissons du pauvre autrefois, très bon marché, ont pris une cote nouvelle. Le pic de pétrole, c'est déjà un peu plus angoissant, là, le pic de pétrole. Hein. Le pétrole conventionnel, c'est-à-dire le pétrole qu'on va chercher dans les nappes et qu'on extrait et qu'on utilise pour venir jusqu'ici ce matin, ce pic-là a été passé en 2005. Et d'ailleurs, je profite pour faire une toute petite parenthèse, et la crise dite des subprimes de 2008 est une des conséquences de ce pic de 2005. Ça se développe, c'est très bien documenté, je ne reste pas là-dessus. Mais c'est juste pour marquer. Par contre, le pic du pétrole non conventionnel, gaz de schiste, compagnie, est prévu, dixit l'actuel président de Total, et c'est publié dans le monde, hein, entre 2025 et 2060. Il est prudent, mais enfin il fixe une échéance qui est quand même pas lointaine. Bref, il y a le cuivre, il y a le phosphate, il y a tout ce qu'on veut, toutes les ressources naturelles, les minerais, etc. Donc, tout ça pour dire que la déplétion des stocks, comme on dit en bon français, hein, la vidange des réserves, pour le dire de façon plus populaire, c'est un phénomène qui est déjà bien en cours et qui va avoir des conséquences majeures dans plein de domaines, on va le voir tout de suite après, mais du coup, qui va aussi entraîner un certain nombre de nouveaux modes de croyance. Quand les choses ne sont plus abondantes à profusion, et de surcroît, lorsque cette perte d'abondance nous oblige à sortir d'une, comment dit-on, d'une, comment on dit, pas l'inconscience, mais quand on ne prête pas attention. L'insouciance, merci. Quand ça nous oblige à sortir de l'insouciance, d'un coup, on devient attentif aux questions. Et comme on les connaît mal, on croit savoir, parce qu'on ignore qu'on ignore, et donc on croit. Donc, deuxième pilier de cette mutation générale, la déplétion des stocks de ressources naturelles. Et j'avais noté qu'on se dirige
vers un devoir impérieux, celui de passer d'une certitude de domination sûre au devoir de faire avec. Et évidemment, ça va changer un certain nombre de modes de vie. Je ne dis pas qu'on va revenir à la chandelle, hein, mais en tout cas, il va y avoir quand même des transformations importantes qui vont modifier des modes de croyance. Et à ce sujet-là, je ne vais pas le développer là parce que je vais essayer de respecter le délai qui m'est imparti, mais je conseille à ceux que ça intéresse, pour prendre conscience à quel point cette notion des ressources naturelles a une relation extrêmement intime avec les croyances, je vous recommande de retourner dans le premier livre de l'éthique de Spinoza, où le commentaire de l'appendice de la proposition 36 de mémoire, c'est extraordinaire. C'est un texte qui fait 3-4 pages. Je vous conseille de le lire, de le trouver certainement sur Internet, je ne sais pas. C'est fabuleux. Et justement, ça montre bien l'approche spontanée qu'on a dans la relation qu'on établit de façon spontanée aux ressources naturelles et en fait les croyances qu'on se construit à partir de ça. Je vous le recommande de tout mon cœur. Troisième pilier, j'ai parlé de l'environnement, j'ai parlé de la déplétion des stocks. Le troisième pilier, c'est l'économique et le social, qui va aussi, qui est en modification et qui va aussi agir sur les modes d'apparition et de cristallisation des croyances. En effet, dès lors qu'il y a dès lors que les ressources sont comptées, je préfère le dire comme ça, dès lors que les ressources naturelles sont comptées, et qu'il y a donc un comptage plus précis, une orientation, une destination plus appropriée d'un certain nombre de ressources, prenons tout à fait au hasard le pétrole, quand il y a moins de pétrole disponible, il y a moins de machines qui tournent, il y a moins d'industries qui fonctionnent globalement à la surface du globe. Et donc, ça impacte directement nos vies quotidiennes. Qui d'entre vous a avec soi n'importe quel objet qu'on a sur soi, avec soi, autour de soi, sous soi, qui n'est pas issu du pétrole? Donc, à partir du moment où il y a moins, forcément, il y a moins de production. Bref, il y a une contraction globale, générale de l'économie qu'on commence à ressentir d'ailleurs. Hein. Le pouvoir public a moins d'argent, etc. Et donc, il y a des conséquences sociales. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'on va revenir à la bougie, je dis juste qu'il va y avoir des contractions, simplement, je ne porte pas de jugement, je pose un raisonnement issu d'une observation. C'est un raisonnement collectif, hein, ce n'est pas ma science. Mais donc, il pose le fait que la contraction de l'économie est maintenant une tendance lourde et chronique. Hein, ce n'est pas juste un effet de moment. Alors, il y aura évidemment il y a des à-coups, naturellement, et donc les répercussions sociales. Et de là, de nouveau, contraction de l'économie, Dieu se venge, contraction des ressources, la nature nous le fait bien payer, et puis donc contraction, si vous voulez, au niveau social, etc. On n'a plus les choses, on croit que, et donc ça peut réanimer un certain nombre à la fois d'animosité, de difficultés, mais aussi de croyances dans la solidarité, de croyances dans la générosité, de croyances dans les uns et les autres. Tout à l'heure, Punso nous disait qu'il croyait en l'humain. J'ai tendance à l'encourager et je prie le ciel que ça ne cesse pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, donc, si vous voulez, c'est vraiment un point qui est important et qui peut poser, donc, à nouveau frais des axes de croyance, comme par exemple le croyance en l'universalisme. Quand il n'y a plus assez, quand on considère, d'après nos standards précédents, d'après nos considérations du XXe siècle, n'est-ce pas, d'après nos habitudes du XXe siècle, quand on considère qu'il n'y a plus assez pour tout le monde, à part égale, ça peut amener à se re-questionner sur est-ce qu'on croit ou pas à l'universalisme, à l'égalité. Vous voyez ? Donc, un certain nombre de questions comme ça qui sont assez profondes, qui sont aussi des croyances à la fois individuelles et collectives et qui peuvent être remises en cause. Quatrième de mes piliers,
c'est bon, je suis dans les temps. Le quatrième de mes piliers, c'est celui des institutions. Ça, c'est un peu moins observé. Il ne vous a sans doute pas échappé que depuis quelques années, les institutions sont désormais contestées. Elles furent critiquées, elles sont désormais contestées, et contestées de manière décomplexée. Je vais prendre quelques exemples. Et la Terre entière fonctionne selon des institutions. Je prends le plan international, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, l'ONU, l'UNESCO, etc. On ne va pas tous les passer en revue. Ce sont des institutions internationales qui fonctionnent et qui sont contestées. Il y a des opérations de guerre qui sont décrétées en dehors des standards de l'ONU, par exemple. Il y a des accords internationaux qui donnent lieu... Pardon, il y a des accords internationaux qui prennent une ampleur institutionnelle et qui sont, à un certain moment, niés par ceux-là même qui les ont signés. Il y a des exemples, je n'insiste pas. Voilà. Donc ça, c'est au niveau international. Au niveau européen, de la même manière. L'institution européenne, je veux dire les institutions de l'Union européenne, sont désormais contestées de façon décomplexée, à tort ou à raison. Je ne suis pas là dans l'évaluation, je pose un fait. La Cour européenne des droits de l'homme, j'évoquais tout à l'heure les questions d'universalisme, etc. La Cour européenne des droits de l'homme donne des jugements que les États concernés par les contentieux doivent appliquer, et il y a un certain nombre d'États, j'ai la liste précise, qui refusent de les appliquer. À la fois pour des questions politiques, pour des questions idéologiques, et aussi pour obliger les plaignants à revenir une deuxième fois, et donc encombrer la Cour et faire en sorte qu'elle perde son usage, etc. Donc ça, c'est au niveau, par exemple, du continent. Et puis au niveau national, il y a aussi des institutions. L'État-nation, en tant que tel, c'est une institution avec toutes ses sous-structures. Les organisations de travailleurs, de patrons, les associations, telles que celle de DACPO Bordeaux, les conseils municipaux, départementaux, tout fonctionne sur une base d'institutions. Et d'où viennent les institutions ? C'est un concept qui est sorti de la pensée occidentale, enfin européenne, d'Europe de l'Ouest. C'est là que ça vient, la culture gréco-romano-chrétienne, pour le dire comme ça. Et que sont les institutions? C'est en fait, et là-dessus aussi il y a une littérature fabuleuse que je vous recommande avec autant d'enthousiasme que précédemment, les institutions sont le versant sécularisé de l'organisation des monothéismes. C'est-à-dire une autorité centrale qui irradie toute la base qu'elle peut compter en dessous d'elle, et d'où lui vient son autorité morale à cette force centralisée, elle lui vient d'un corpus législatif. Et il y a deux sortes de corpus législatifs. Il y a le corpus législatif révélé, c'est le versant religieux, et puis dans le versant sécularisé, c'est le corpus du droit. Droit du commerce, droit social, droit des entreprises, droit, voilà, le droit, hein, code Dalloz. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, si vous voulez, le fait, on observe bien ça dans l'actualité, la contestation des institutions, contestation décomplexée. Tout récemment, il y a combien, un mois, se tenait à New York il me reste 10 minutes, c'est très très confortable. Merci Pounso. Avec les questions. Avec les questions, je croyais que c'était le tableau. Ah bon, alors ok. Non, vas-y, fini. Je ne sais plus qui croire. Par conséquent, tout ça pour dire que, je ramasse, tout ça pour dire que les institutions étant contestées, c'est une chose, c'est un phénomène de la trajectoire historique. Par contre, ce qui pose réellement en question, notamment au niveau du croire, puisqu'on est là-dedans aujourd'hui,
c'est que ça remet en cause le concept de droit, ou la structure du droit, qui est la colonne vertébrale des institutions. Et d'ailleurs, on le voit bien, le droit lui-même manifeste ses faiblesses. Il est devenu normatif, et il est de moins en moins issu d'une pensée, d'une philosophie politique elle-même assise sur des croyances initiales. Et puis le droit est contourné de plus en plus avec les arbitrages privés, les grandes transnationales qui négocient entre elles leurs contentieux ou qui les négocient avec les États. Donc, tout ça fait que, de nouveau, du point de vue de l'universalisme, du droit, des valeurs fondamentales, etc., tout ça contribue aussi à agir sur la manière dont émanent nos croyances. Donc là, j'ai visité avec vous les 4 piliers que j'avais présentés. J'ai dit plus sain. Je le distingue des autres. Les 4 premiers sont issus d'une trajectoire historique. Celui que je vais aborder maintenant aurait pu apparaître il y a 30 ans ou dans 60 ans. Il s'agit des technologies. Et oui, les nanotechnologies, les biotechnologies reposent la question des limites du vivant, de la place de l'homme dans l'univers, du sens de la vie, toutes les croyances. Ça vient directement l'impacter. L'homme augmenté, diminué, tout ce qu'on veut. Et je vais prendre juste un exemple très bref là-dessus, pour ne pas durer trop longtemps. Là, peut-être certains d'entre vous ont entendu, il y a 2-3 jours, une émission sur France Culture sur la voiture autonome. Oui? Bon. Eh bien, il y a eu un passage que j'ai trouvé fantastique en lien avec ce dont nous débattons aujourd'hui. Les accidents de la route sont liés aux erreurs des conducteurs. Donc s'il n'y a plus de conducteurs, il n'y a plus d'accidents. Croyance. Parce qu'en réalité, les algorithmes sont établis à partir de l'observation très fine des comportements des gens. Et donc, vous voyez que, comme quoi, voilà, là de nouveau, on risque d'avoir des translations et des fausses croyances qui s'établissent en fait sur de l'ignorance. Et ça va même un tout petit peu plus loin, c'est que, imaginez qu'avec mon smartphone, je commande une voiture à partir d'ici à 17h, bon 17h05, on va se dire au revoir, à partir de 17h05 pour rentrer chez moi. Donc je dis voilà, je suis un homme de tel âge avec telle ou telle capacité ou incapacité physique, tant de bagages, machin, tout ça. Mais pour que la voiture puisse, enfin pour que la plateforme puisse répondre à mon besoin et le satisfaire, il va falloir que je donne beaucoup plus de données que ce que je viens de résumer devant vous. Et ça va, quand on pousse le raisonnement vraiment loin, ça va toucher jusque dans l'intime. Et donc jusqu'à des croyances qu'on a ou qu'on ignore qu'on a, comme je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, etc. Donc tout ça pour dire que tous ces éléments sont des éléments contextuels qui agissent sur la flexibilité du phénomène du croire, tel que j'ai essayé rapidement de l'ouvrir avec mon halo sémantique de tout à l'heure. Alors, si jusque-là ça va, maintenant je vais conclure. Et je vais conclure avec mes 2 observations finales. La première observation, il y a eu une équipe scientifique qui a publié un article dans Nature au début 2018, dans lequel ils indiquent que les convictions religieuses et les convictions politiques empruntent un même réseau neuronal. Et que les neurones de ce réseau sont très impliqués. Je continue? Bon, je parle sous le regard d'un expert, et que ces neurones sont très impliqués, en tout cas c'est ce qui est écrit, dans l'équilibre psychique de la personne et dans l'équilibre homéostatique, c'est-à-dire la régulation de la température intérieure, de la pression des fluides dans le corps, etc. etc. Donc vous voyez la centralité, si je m'en tiens à ce que j'ai lu, la centralité de ces croyances qui se cristallisent en convictions et qui sont fondatrices pour la structurante et équilibrante pour la personnalité. Donc ça, c'était le premier de mes 2 derniers points. Le deuxième, il s'agit de la clôture cognitive. Il y a, là, vous pourrez avoir des informations là-dessus en allant sur le site notamment, c'est celui que je connais, il y en a sans doute d'autres, du département de psychologie de l'Université libre de Louvain-la-Neuve.
qui a travaillé cette question il y a une quinzaine d'années de façon extrêmement stimulante et qui montre qu'il est réconfortant pour se rassurer face aux questions existentielles d'avoir une explication intégrale, cohérente et pour nous individuellement, intellectuellement satisfaisante de l'ensemble de l'existant. L'univers, l'homme, la Terre, la Voie lactée, tout ce qu'on veut. D'accord ? Créé, non créé, peu importe. En tout cas, qu'il y ait une explication cohérente de tout ça. Et donc, ce laboratoire avait fait une étude pour voir dans différents secteurs de la population quel était, si le besoin était plus ou moins haut ou plus ou moins bas de clôture cognitive. Si on a besoin d'être très rassuré avec une explication extrêmement cohérente de tout l'ensemble, ou bien si on se satisfait d'une certaine plasticité des explications et des présentations générales et globales. Donc, si vous voulez, c'est juste pour dire que entre ces réseaux neuronaux que je viens d'évoquer et le besoin plus ou moins haut de clôture cognitive, il y a effectivement une centralité, y compris physiologique, à la croyance et aux effets structurants qu'elle a sur la personnalité. Par conséquent, croyez-moi, aujourd'hui et demain davantage encore, le courage d'exercer l'éthique devrait être mobilisable dans tous les secteurs de la vie, qu'elle soit sociale, économique, politique, technologique. Merci pour votre attention.